Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sarthois. Et vous avez pu le voir sur ces belles images. Ce soir, il était question d'un village du Nord-Sarthe, de Neufchâtel-en-Saulnois en l'occurrence. Nos invités ce soir, bonsoir. Léa Bonetto-Marmugy, vous êtes championne du monde de coiffure. Tout à fait. Un sujet dont il sera question dans la troisième partie. Bienvenue à vous. Dominique Fanal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'orchestre et vous serez dimanche à la tête d'une cohorte d'artistes qui se produira à la salle des concerts au Mans. Absolument. Pour un spectacle qui marquera un petit peu le début des spectacles d'une saison de l'association. On en parlera aussi avec plaisir tout à l'heure. Et puis ce soir, il n'y a pas de patois. On sera content la semaine prochaine quand on accueillera notre patoisant de service de l'association ELA. En revanche, Pascal, vous êtes bien là pour revenir sur Neufchâtel-en-Saulnois, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce beau village. C'est un magnifique village et surtout, il est super bien exposé. Alors, la première photo, elle n'est pas prise de Neufchâtel que je vous propose. C'est une photo qui a été prise sur la commune de Saint-Rémy-du-Val. Avant, c'était du Plain, mais on est sur le Plain. Et on va regarder le paysage sur ce magnifique croix en sortie de bourg, où on aperçoit la forêt de Persaigne, mais surtout, on va zoomer délicatement sur le village qui est vraiment exposé sur un coteau plein sud, donc impeccable, une vue impeccable. Comme les Romains, on s'installait toujours sur les coteaux bien exposés. Le nord des massifs ont souvent été occupés qu'après la guerre de 100 ans ou à partir du XIVe siècle. Et là, donc à Neufchâtel, on va s'y rendre parce qu'à Neufchâtel, il se passe plein de choses. Et puis, en 1138, des moines vont venir de Cîteaux pour s'installer et installer une abbaye, la première abbaye cistercienne de la Sarthe, puisqu'elle en comptait 3 dans la Sarthe. Alors, une cinquantaine d'années avant les Paux, à peu près, et puis celle en Champagne, je vais y arriver, bref, tout à l'heure. Et donc, ça va revenir. Et donc, là, il en reste très peu, en fin de compte, parce que cette abbaye a été complètement démantelée après la Révolution, elle a servi de carrière. Mais il reste encore ce magnifique pignon, donc avec ses 3 baies romanes. Donc, cette abbaye, je dis bien, fondée en 1138, mais qui n'a été vraiment, on va dire, consacrée qu'en 1145, et pas par n'importe qui, par l'évêque de Sées, bien sûr, et surtout Guillaume III de Talvas, qui était le comte de Bellême et le duc d'Alençon, personnage historique haut en couleur et qui fait partie d'une grande famille avec Robert II de Bellême, etc. Donc une famille assez importante, avec évidemment beaucoup de sang derrière. On en avait parlé lors d'une des dernières émissions. Mais donc cette abbaye va prendre place et pendant plusieurs siècles, donc les Plantagenets vont les connaître. C'est même la reine Bérengère avec l'aide des moines de Persaigne, va fonder celle de l'Épau plus tard. Elle a servi, donc, cette abbaye et encore de centre aéré pour catholiques. Donc, il y avait encore un centre aéré lorsque nous y étions, d'ailleurs. Il reste encore un petit bâtiment conventuel qui est là, mais qui est du XVIIe, XVIIIe siècle, le bâtiment que l'on voit. Et puis, il reste évidemment les communs, la ferme, avec ce joli bâtiment, avec ce passage au milieu, que je trouve assez charmant. Et puis, il reste aussi un magnifique escalier. Cet escalier qui menait à l'ancienne chapelle, mais l'escalier est beaucoup plus récent. Il date du XVIIe siècle, XVIIe siècle. Et je vous conseille d'aller le voir. Il est magnifiquement restauré, d'ailleurs. Je sais qu'un certain Fernand a participé à cette restauration. Et donc, cet escalier... regardez les lions qui sont là, c'est quand même vraiment superbe. Un certain Fernand L. Oui, le Jard, j'en parlais après, pour un autre sujet, puisque évidemment c'est sa commune, et là, quand on est sur sa commune, il a fait plein de choses, et puis il était tailleur de pierre quand même. Et donc, vous voyez, on voit les lions, puis au loin, on voit le reste de ce pignon. On a vu tout à l'heure des gravures qui représentaient l'abbaye, donc avant la Révolution française. Et donc, je vous conseille d'aller voir ce magnifique escalier qui est superbe. Donc, évidemment, la Révolution française est passée par là. Donc, ça a été vendu comme biens nationaux, enfin, dans les biens nationaux, bien national pour l'abbaye. Et eh bien, ça a servi de carrière et tout le monde est venu se servir. Et donc, il reste pas grand-chose, en fin de compte. Juste les bâtiments qui servaient encore après. Donc, je vous conseille de vous y rendre. C'est juste à la lisière d'une certaine forêt
de Persaigne, pas très loin, coincé entre les étangs de Guibert et la forêt de Persaigne. Et je vous conseille de vous rendre dans cette forêt de Persaigne par l'abbaye, pourquoi pas. Donc c'est une forêt quand même qui fait 15 km en gros de large, enfin de longueur et de large 5-6 km. Et puis surtout, c'est un massif important du massif armoricain. C'est comme une île, si vous voulez, au milieu du bassin parisien. Et donc cette forêt a été évidemment entretenue en tant que forêt depuis les moines de Persaigne, tout simplement. Et donc on a des sites rocheux comme là. Mais surtout, quand on sort de Neuchâtel, eh bien, il y a une belle route qui est sur la commune que je vous conseille de prendre. C'est la route qui va au belvédère de Persaigne. Tout le monde connaît ce belvédère, qui n'est pas sur la commune, mais on va prendre la route. Voilà, c'est la direction. Vous prenez la direction belvédère de Persaigne et tout de suite, vous allez voir, vous allez rentrer dans la fameuse route qui s'appelle la vallée d'Enfer. D'Enfer, j'en sais rien. Dans les villes, quand il y avait la rue d'Enfer, c'était souvent là où il y avait les prostituées ou les choses pas très catholiques, comme on va dire. Alors là, pourquoi d'Enfer en pleine forêt? Est-ce que ça faisait peur? Est-ce qu'il y avait des loups? J'en sais rien. Mais toujours est-il, on voit sur la carte, c'est une route qui serpente et qui va partir du village, donc à une altitude quand même assez respectable, pour monter jusqu'à 349 mètres. Donc ça veut dire que c'est un enfer aujourd'hui pour les coureurs cyclistes. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, voilà, exactement. On va dire que ça a trouvé le mot qui correspond. Donc de l'abbaye, on monte évidemment à ce belvédère. Alors c'est une commune quand même qui en altitude va de 121 mètres à 306 mètres. Pour la Sarthe, c'est pas mal. Et puis cette commune de Neuchâtel, c'est quand même 55% de son territoire qui est consacré à la forêt et que 29% à l'agriculture. Donc c'est vraiment la forêt qui domine. Et donc je vous conseille de partir du carrefour des Trois Ponts. Un des ponts est en photo. Et à ce carrefour, il reste encore ces fameuses une des maisons forestières. Alors on a encore la signalétique du 19e, comme en forêt de Bercé, et puis ces cabanes que tout le monde a connues, même en forêt de Bercé par les eaux et forêts. Il en reste une magnifique à ce carrefour des Trois Ponts. Et je tenais à la montrer parce que vraiment, pour moi, c'est des souvenirs. Que ce soit en forêt de Sillé, Bercé ou Persaigne, on trouvait ce type de bâtiment, il en reste très peu. Et puis, je vous conseille, il y a une pancarte qui vous indique le départ de la route, eh bien d'aller grimper, alors grimper en vélo, à pied ou en voiture, pour monter tout là-haut sur le belvédère. C'est vraiment une magnifique route, et surtout à l'automne, la promenade est magnifique. On a des lacets un peu, on sent presque en montagne. Pour la Sarthe, c'est pas mal. Et donc, tout en haut, eh bien, je vous conseille d'y aller un jour où le belvédère est ouvert, et vous y verrez, si vous montez tout en haut, la cathédrale du Mans, s'il fait très beau. C'est vrai qu'on voit de très 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 loin. Donc je vous conseille de faire cette route, la vallée d'Enfer, qui est sur la commune de Neuchâtel-en-Saunois. Et puis, on va revenir à l'église. On l'a vu en première partie, parce que cette église est quand même intéressante. Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, l'abbaye est classée au monument historique depuis de nombreuses années. Mais dans l'église n'est pas classée. L'abbaye de Persaigne est classée depuis 1932. Mais à l'église, c'est à l'intérieur où il y a beaucoup d'objets qui sont classés et qui sont intéressants. Alors, on va essayer de faire un petit tour. On va re-rentrer dans l'église et on va d'abord voir le retable et sa voûte en lambris, bois, comme dans toutes les communes de la Sarthe, magnifique retable. Et puis ensuite, on va faire le tour, on va regarder à gauche du retable, on aperçoit des fresques. Alors là, on a des fresques du 14-15e qui sont magnifiques en couleur. Beaucoup d'églises de la Sarthe ont des fresques, et celles-ci ont été particulièrement restaurées et entretenues. Donc je vous conseille de rentrer dans cette église pour ces fresques très anciennes. Et puis ensuite, on va passer... Voilà, il y a encore on peut regarder les diapos. Il y a des personnages assez intéressants aussi, des personnages intéressants là qui sont là. On ne sait pas s'ils sont trop en prière. C'est toute l'histoire de cette commune. Il y a une très jolie ambiance. Alors, il y a aussi un très beau bénitier. Alors, les objets viennent pour la plupart récupérés de l'abbaye de Persaigne. Évidemment, l'abbaye étant détruite, on a récupéré beaucoup de choses, dont ce bénitier, donc, qui est, paraît-il, aux armes d'un abbé supposé qui s'appelait François de Riez, qui était de l'abbaye. Et puis, on va continuer. On a un joli lutrin. Alors, tout ce mobilier est inscrit au monument historique depuis 1906.
c'est pas rien, plus d'un siècle. Donc on a ce lutrin qui tenait les livres de chant liturgiques, ça vous parle peut-être, et c'est un mobilier magnifique qui vient aussi de l'abbaye, qui est du XVIIe siècle, donc je conseille de regarder. C'est une église hyper entretenue, on l'a vu aussi dans la première partie, les vitraux sont en cours de restauration, et il y a un vitrail qui est aussi intéressant, puisqu'il représente, c'est aussi un mobilier inscrit et classé, qui représente Jean de Comte du Perche, duc lui aussi d'Alençon, mais c'est le petit-fils de Guillaume III de Talvas, qui est un des fondateurs de l'abbaye de Persaigne, qui est représenté là à droite. Et puis, il y a aussi un autre retable dans la petite chapelle qui se trouve sur la partie latérale, mais il y a aussi ce gisant. Alors ce gisant, ce serait le gisant de Guillaume III de Talvas, je dis bien ce serait, c'est une représentation. Pour moi, ça m'a l'air d'être une copie. J'ai du mal à croire qu'il ait passé ces 8 siècles comme ça, mais surtout, il a passé un grand moment au château de Courtilleul, qui est sur Saint-Rigomère-des-Bois, et il est revenu ici à la fin du 19e. C'est le châtelain qui l'a remis à l'église, mais je le trouve hyper restauré ou hyper recopié. Mais enfin, je ne connais pas trop l'histoire de ce magnifique gisant qui représente, en fin de compte, un des personnages de cette commune qui est Guillaume III de Talvas. Et puis pour finir, on va aller juste à côté de l'église. Vous y étiez tout à l'heure aussi en première partie. On regarde sur la gravure, on va juste à gauche de l'église. On a ce petit bâtiment. Aujourd'hui, c'est le musée du sabot et tout ce qui est artisanat. Ouais. Et donc, eh bien, c'est simplement la première mairie, enfin la première, une des mairies, l'ancienne mairie de Neuchâtel-en-Saunois. Aujourd'hui, il y a eu un petit rajout avec cette véranda en bois, mais on retrouve ce côté mairie, vous savez, très républicaine, Troisième République, avec le fronton. On marquait un petit peu dans une commune très rurale la présence quand même de la République. Voilà. Ah ouais, on a fait un petit tour du village. C'est un village très riche sur le plan du patrimoine, quoi. Ouais. Et alors, on n'a pas vu tout à l'heure les étangs de Guibert. Oui. J'ai peut-être quelques images des étangs de Guibert au début de la forêt de Persaigne, mais c'est vraiment aussi un patrimoine incroyable. Voilà. Cet étang, je vous conseille de vous y rendre. C'est vraiment un lieu assez magique. Et au loin, on aperçoit cette forêt. Vraiment, c'est juste au pied. Si vous allez tout au bout, au fond, là, c'est l'abbaye de Persaigne qui s'y trouve. Donc, vous pouvez faire une très belle randonnée ou un très beau parcours sur cette commune en montant sur le belvédère de Persaigne. Bon, bah super. Merci Pascal, en tout cas, pour ce descriptif exhaustif. On ne l'a pas dit, mais l'église, en plus, bénéficie d'une acoustique remarquable, paraît-il. Peut-être qu'un jour, Dominique Fanal s'y produira avec son orchestre. Peut-être, qui sait. Ouais. Il faudra les voir. Bon, on finit par la petite énigme, mon cher Pascal, si vous le voulez bien. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur poser comme question cette semaine? Et puis, en lisant un ouvrage, j'ai vu que, en fin de compte, selon une légende populaire, un personnage important se serait arrêté dans le village, et j'étais très surpris de cet arrêt. Donc je vous propose trois noms différents, et à vous de voir quel personnage se serait arrêté à Neuchâtel-en-Saunois. A. Molière, B. Napoléon Bonaparte, ou C. D'Artagnan. Ah, c'est du lourd, hein, comme on dit chez les jeunes. Là, on parle d'un sujet historique, mais j'avoue. Alors, pendant que vous réfléchissez chez vous, nous aussi, on s'interroge. Dominique, avez-vous une petite idée? Je cherche. A, B, C. Léa? Je réfléchis aussi. Ouais, c'est pas évident. Hein. Non. Je pense que là, on est tous un peu... on a tous la même. On est tous dubitatifs, mon cher Pascal, pour tout dire. Ça va être un peu le hasard. Bon, après. Je dirais peut-être Napoléon, mais vraiment au hasard. Napoléon. Léa. Ouais, ou Molière. Pourquoi pas. Moi, je vais prendre D'Artagnan, quoi. Parce que je suis un peu comme vous, j'y vais au hasard. C'est D'Artagnan. Parce qu'on dit que D'Artagnan, dans la légende, se serait arrêté, je dis bien dans la légende, en allant récupérer les ferrets de la reine en Angleterre, il se serait arrêté à Neuchâtel. Incroyable. Comme c'est romanesque, c'est un peu étonnant, mais enfin bon, D'Artagnan a existé. C'est un personnage dont la famille a vécu au château de Bessé-sur-Bray, d'ailleurs, ce qu'on oublie. Voilà, pour être complet. Voilà. Merci en tout cas, Pascal, pour ce
Ce chapitre exhaustif, on l'a dit, sur Neuchâtel-en-Saônois, un village à visiter. J'ai une petite chose oui, que j'ai oublié, parce qu'on n'a pas parlé de Fernand, et c'est là où je voulais en parler, parce qu'il a écrit un très beau livre sur la forêt de Persaigne, Fernand Lejard. Il y a quelques années, Fernand Lejard, qui est habitué de l'émission. Et ça, voilà. Et le livre, je crois qu'il y a la couverture. Voilà. Le livre est à l'écran. Voilà. Le livre, il s'appelle Forêt de Persaigne, tout simplement. Et on pense à lui. Salut la Fernand. belle discrète. Bon, merci Pascal. C'est un bon moyen de faire la transition, puisqu'on va parler de Fernand, bien évidemment, tout à l'heure. Puisque l'association Adoramus organise, début de sa saison, mon cher Dominique, le week-end prochain, dimanche, pour être plus précis, à la salle des concerts du Mans, où vous allez ouvrir le bal, comme on dit, avec un concert. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le programme de ce concert? Alors le programme, écoutez, il y a une première partie qui est très baroco-classique, je dirais, avec d'abord un des concertos pour violon les plus connus de Jean-Sébastien Bach, avec notre violon solo Wing Fam, qui est toujours très... en dehors de la technique, il est très charismatique et il a beaucoup de charme auprès du public. Il donnera ensuite avec nous, accompagné par l'orchestre, Prélude et Allegro, qui est une œuvre de Kreisler de la fin du 19e, mais sur des airs de Pugliani, compositeur du baroque vénitien. Et puis il y aura le concert, décembre oblige, le concerto pour la nuit de Noël de Corelli. Et en deuxième partie, une œuvre, alors c'est là qu'intervient Fernand Lejard, une œuvre de Jean Français, compositeur néo-mans en 1912, qui a écrit, d'après Rabelais, aussi un enfant du cru ou presque, un Gargantua, donc pour récitant et orchestre. Et donc, on parlait de Fernand Lejard, c'est une idée, c'est très curieux parce que j'avais connu Fernand il y a à peu près un an dans diverses réunions préparatoires à un concert, mais je l'ai surtout entendu au dernier festival de l'EPO, où mon orchestre avait été invité dans le cadre d'un concert du chœur départemental, un concert qui avait comme trame la vie de la reine Bérengère. Et donc, c'est là que j'ai entendu Fernand vraiment pour la première fois, Fernand Lejard, et j'ai trouvé qu'il avait une présence, une voix, des gestes, une technique dramatique incroyable. Et en l'écoutant, j'ai pensé à Gargantua, parce que j'ai dit, voilà quelqu'un qui est passionné du patois sartois, quelqu'un qui est passionné par notre région, par sa littérature, ses contes, ses légendes. Et puis, j'ai trouvé qu'il avait une voix et un ton pour faire ça. Et en fait, c'est lui la raison d'être de ce Gargantua de dimanche prochain. Et ça m'est venu vraiment à l'idée pendant ce concert à la baie de l'Épau. Et donc, je lui ai proposé ça. Je n'étais pas très sûr que ça puisse l'intéresser. Et en fait, il a été passionné immédiatement. Il a bien travaillé son texte. On s'est vu. Et bon, voilà. Je pense que c'est important parce que Jean Français... On peut aimer ou moins cette musique, mais bon, c'est un compositeur, d'ailleurs c'est un des compositeurs français les plus joués outre-Manche et outre-Atlantique. Oui, parce que c'est ça, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il est originaire du Mans. Oui, absolument. C'est le compositeur du XXe siècle, un des rares, il y en a peut-être deux en France, qui ont pu vivre de leurs droits d'auteur, sans avoir à diriger ou à jouer ou à enseigner. Et c'est quelqu'un qui est énormément connu dans le monde entier et un petit peu boudé en France depuis certaines années, y compris ici d'ailleurs. Donc j'ai trouvé que ce n'était que justice de rendre hommage à un compositeur né au coin de la rue de Flore et de la rue de Taché, dont le père avait été directeur du conservatoire, dont la maman était directrice d'une grande chorale à l'époque, les Voix Mancelles. On reste en famille, là, un peu. Oui, absolument. Donc, en fait, compositeur Manceau, chef Manceau, Il était pianiste comme vous. Oui, enfin, moi, je ne suis pas pianiste comme Jean Français, loin de là. Lui, c'était vraiment un virtuose. Et donc, et puis, Ronsard, qui est pas si loin, qui est d'ailleurs venu souvent au Mans. Et puis, Fernand, qui est du pure souche sartoise. Voilà. Alors, combien d'artistes seront présents sur la scène dimanche? 15. On rappelle que c'est à 14h, c'est ça? Non, 17h. 17h 17h dimanche. D'accord. Donc, outre Fernand et moi, il y a 14 musiciens. Voilà. C'est orchestre de chambre pour ce programme. Ok, et on l'a dit tout à l'heure en préambule, ce concert marque le début de la saison 2024-2025 de votre association. Voilà. Donc, nous aurons 5 concerts. Donc, ce concert-ci, et puis un concert le 2 février, qui aura lieu aussi à la salle des concerts, un concert que je partagerai avec Evelyne Bécher, talentueux chef du chœur de l'Université du Mans.
Et puis il y aura un concert de musique de chambre à l'Oratoire au mois de mars, avec classico-romantique, Mozart-Schubert. Et puis ensuite deux concerts avec deux chœurs très importants sur le Mans. Un concert qui aura lieu à Saint-Aldric avec le chœur de l'université justement, avec Evelyne Bécher et moi qui nous partagerons la direction. Et puis le 15 juin, donc clôture de la saison à la cathédrale du Mans, avec le chœur Résonance, sous la direction avec chœur Résonance et mon orchestre, sous la direction de Grégoire Van Herle, qui est le patron de Résonance. Bon, parfait. Merci voilà. Dominique, en tout cas, d'être passé, nous présenter moi qui vous remercie. Ce concert qui aura lieu dimanche. Et donc, pour les places, je suppose qu'il y a un site internet où les gens s'adressent directement à la salle des concerts. Il y a l'Office du tourisme, il y a Thuard, la librairie Thuard, et puis oui, à l'entrée du concert. D'accord. Merci Dominique. Je vous en prie, merci à vous. Avant de terminer cette deuxième partie, on va passer à l'histoire du jour. Alors, quelle invention a permis au cordonnier Paul Cointreau, originaire de Brulon, de remporter une médaille au concours Lépine en 1921? S'agit-il du talon rembourré, d'une chaussure à crampons ou de lacets élastiques? Chers amis, le crampon, les lacets élastiques ou le talon rembourré? Moi, je dirais le talon rembourré, parce que pourquoi? Enfin, c'est juste technique ou tactique. Oui, c'est tactique, oui. Léa, une petite idée au hasard? Chaussures à crampons. Chaussures à crampons, ouais, pourquoi pas. Écoutez, et vous, Dominique? Je me suis fourvoyé avec mon Napoléon. Oui, je dirais les lacets. Les lacets, bon, voilà. Eh bien, donc, c'est Léa qui avait bien raison. Il s'agit des chaussures à crampons du footballeur. Voilà, il faut savoir que c'est la première chaussure à crampons moulés. Au début du XXe siècle, l'équipe de football de Brulon évolue dans un champ prêté par un éleveur. Fatigué de voir ses bêtes avaler les crampons cloutés, perdus par les joueurs, Alphonse Coudreuse, donc l'ancêtre de l'actuel maire de Brulon, a fait appel au cordonnier pour régler ce problème. Voilà, donc il s'agissait bien des crampons. Voilà, merci à vous. On se retrouve dans quelques instants avec Léa Marbudi pour parler bien évidemment de son titre de championne du monde de coiffure. À tout de suite.